Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue! Mon invité d'aujourd'hui est multicasquette. Père de famille, boulanger, formateur, coach, youtubeur, auteur d'un livre qui cartonne, chroniqueur chez France Bleu, passionné de sport, passionné tout court. Pour lui, la boulangerie est une vocation qui puise ses racines dans le fournil de son oncle en Bourgogne. Ensemble, nous allons retracer sa carrière, ses nouveaux projets depuis 2 ans, comment il a su réinventer son métier. Tout ça autour de la passion et l'envie de partager son savoir. La boulangerie accessible à tous, en vulgarisant, mais en gardant tout ce savoir-faire et cette technicité. J'ai le plaisir d'avoir pour tout premier invité sur About the Role, Fabrice Cottez. Fabrice, bonjour et bienvenue. Merci d'être présent aujourd'hui. Comment vas-tu ? Salut Jalila, ça va très bien. Merci beaucoup de ton invitation. Merci à toi. Je suis super contente que tu sois le tout premier invité. Pour commencer cet échange, je vais commencer par une question qu'on peut poser assez fréquemment dans la vie quand on rencontre quelqu'un. Souvent, on pose une question, tu fais quoi dans la vie ? Comment toi, tu te définis au-delà de ton métier, au-delà de ta fiche de poste et par la même occasion de te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Alors moi, ma casquette, elle évolue pas mal parce que j'ai été formateur dans un lycée en boulangerie et maintenant, le vrai terme qui est noté, c'est consultant en boulangerie. Donc consultant, c'est quand même assez nouveau comme métier, on va dire, parce que j'ai la possibilité de faire des formations pour les boulangers, pour des particuliers, que ça soit pour le pain, pour les réseaux sociaux maintenant. J'ai des missions où ça va être que un coaching des artisans boulangers pour mettre en avant les réseaux sociaux, l'entreprise, le développement média. Voilà, j'ai appris au fur et à mesure à développer en fait toutes mes compétences, quoi. Ok, donc un poste vraiment complet. Quelle idée tu te faisais du travail petit ? Déjà un travail manuel. Ouais. Ça, j'ai vite compris que j'aimais faire des choses de mes mains, comme tu l'as dit, par le sport, les activités, que ça soit en famille, de la pêche, des choses comme ça. Et j'ai toujours eu cet instinct de travailler de mes mains et de faire partager ma connaissance depuis petit quand même. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui est là depuis toujours. Et du coup, est-ce que tu voulais être boulanger depuis petit ou tu avais d'autres envies ? Non, bon, j'ai eu des envies, comme tout le monde, d'être sportif, etc. Pêcheur aussi, je me suis fait une petite vie à la nature. Mais du coup, ça m'a un peu rattrapé le temps, les études qui marchaient pas forcément très, très fort. Ouais. Et donc, je me suis décidé à faire un petit essai en tant que boulanger, en fait, chez mon oncle, qui avait des boulangeries sur Dijon. Et ça m'a vraiment plu, le contact de la pâte, voilà, la fermentation, les odeurs, le fait de se lever et de produire quelque chose, de transformer de mes mains de qualité et qui avait tout de suite une valorisation par les clients. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a tout de suite plu, quoi. Ouais, c'est quelque chose du coup au final qui a toujours été là et ça a été une évidence dès que tu as commencé dans ce domaine-là. Ouais. Ok. Quel regard tu poses sur le Fabrice au tout début de ta carrière ? Alors déjà, c'était un Fabrice qui n'avait pas du tout confiance en lui. Ouais. Tout simplement parce qu'après des années scolaires très compliquées, souvent on se fait un petit peu taper sur le doigt par les profs. Alors au début, c'est en primaire, donc il y en a qu'un, mais après au collège, il y en a 5, 6, Il y en a plusieurs. Et comme moi, ma philosophie, c'était toujours sourire, bonne ambiance, etc. Ça passait, hein. J'ai jamais eu d'autres soucis que voilà, il y a des choses que je comprenais pas parce que pour moi, c'était pas concret.
Et au moment où je suis arrivé dans le milieu artisanal, donc j'ai fait 2 années en BEP pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur. Et c'est vrai que mon patron m'a tout de suite donné confiance à Ouais. travers des petites tâches déjà. Donc les tâches de base, de dorure, plaquer des croissants, des choses comme ça. Et après, on va prendre un peu la confiance. Le patron va gagner aussi en confiance en moi. Il m'a donné les clés de la boulangerie. Des fois, je venais avant lui. Et là, quand tu as 15-16 ans, on découvre des gens qui ont réussi, qui vous font confiance. Du coup, ça nous donne confiance. Et après, il faut lancer la machine. Et puis après, c'était parti, quoi. Ouais. Je vois, donc tu as eu pas mal d'expériences, notamment une expérience en Afrique. Après, tu es revenu. Parmi toutes tes expériences, quelle est l'expérience où vraiment tu t'es le plus éclaté? Mais l'expérience la plus marquante pour moi, c'est quand même mon premier voyage au Sénégal à 18 ans. Donc, j'avais T'étais jeune, passé hein? de 0 à 18 ans à Dijon. Ouais. Et j'ai eu une opportunité de partir faire un voyage un petit peu travail et plaisir. Ça, c'était vraiment cool. Et du coup, je suis parti 2 semaines à 18 ans au Sénégal chez des boulangers libanais qui m'ont Ok. fait venir. Et le principe était très simple. Le matin, la nuit, on travaillait dans la boulangerie. On mettait en place du pain au levain, voilà. Et l'après-midi, on faisait la fête, quoi. Donc, Énorme. c'était très, très enrichissant. J'ai découvert vraiment des mots et des valeurs que je n'avais pas connues en France. Ouais. Je le répète souvent, le partage, une bienveillance que je n'avais jamais en fait vraiment ressentie au plus profond de moi. Et là, dans cet échange, j'ai trouvé une autre famille en gros. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir vivre là-bas assez rapidement. Donc j'y suis parti, mais à 21 ans. Ok, ouais, donc ça fait pas mal de temps. On a parlé de tes expériences passées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors déjà, le mot qui me vient, c'est un peu la diversité Mhm. des tâches et des missions. Je peux aller travailler chez les artisans, mais là, la semaine dernière, j'ai travaillé avec une classe de BP boulanger sur la création de contenu pour les réseaux sociaux. Ouais, ça, c'est très enrichissant, ce partage. C'est très concret en plus parce que la jeune génération, ils comprennent vite un peu Ouais. les tips, les astuces. Et certains avec quelques abonnés sur Insta, ont créé des contenus, des reels de 10-15 000 vues en très peu de temps. Et j'ai vu, il y a eu une vidéo sur TikTok. Je crois que c'était, je sais plus, c'était la tendance où en gros, avec la musique italienne Ouais. et la main comme ça, j'arrive pas à la définir, mais avec la musique en fond. Et puis, c'était une de tes stagiaires qui avait créé cette vidéo. Mais oui, je pense que c'est assez impressionnant, la diversité, que ce soit de tes missions ou même des personnes que tu rencontres, parce qu'au final, tu rencontres des pros, tu rencontres des étudiants, des entreprises, mais aussi des particuliers. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui suivaient tes formations pour passer le CAP en candidat libre, c'est ça? Ouais, tout à fait. Là, cette année, de septembre à juin, Mhm. j'accompagne, ils sont 17 en fait dans ma classe virtuelle. Donc, ils ont accès à des vidéos pour passer le CAP que j'ai Ouais. tourné à la maison. Ils ont accès à des examens qui sont déjà tombés. En fait, pas mal de petites choses que j'ai réussi à mettre en place par rapport à mon expérience au lycée. Et aussi, ils ont un groupe d'échange avec tous les membres en fait qui vont passer pour avoir un accès un peu plus personnel avec moi. Dès qu'ils ont des photos, des questions, des choses comme ça. Moi, ce que je mets en avant, c'est ma réactivité et ma disponibilité pour les personnes qui veulent investir en gros dans mon projet. Voilà, ceux qui investissent, si par exemple ton pain est en train de pousser ou tu as une question, il arrive que des fois ils m'envoient une photo et que j'arrive à répondre, tu vois, dans les 5 minutes. Donc ça, Ouais. pour eux, c'est exclusif, quoi. Mais oui, je vois que tu es très proche, que ce soit des abonnés ou même sur tes différents réseaux sociaux. Et puis là, avec ton activité. Et je trouve que c'est ça qui fait que on a envie de revenir, on a envie de te suivre parce que tu restes proche. Juste, du coup, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, donc toi, tu as créé ta chaîne YouTube il y a 2 ans.
si je dis pas de bêtises, et ça a eu un succès vraiment dès le début. Et aujourd'hui, ta chaîne, c'est plus de 100 000 abonnés. Il y a eu plus de 10 millions de vues en 2 ans à peine. Je trouve que c'est juste énorme. Et aujourd'hui, t'as ton site où tu proposes aussi, comme tu disais, le coaching, les formations. T'as su te diversifier et, on va dire, réinventer ton métier. Et je trouve ça vraiment juste ouf. T'as su te réinventer, t'as su créer différentes opportunités. Et à côté de ça, tu restes super accessible avec les personnes qui échangent avec toi. Mais je pense que ça fait partie de notre valeur de boulanger et d'artisan, c'est d'être disponible. Quand on me pose une question sur les réseaux et que il y a un bonjour et une petite formule de politesse, je réponds toujours. C'est toujours agréable. Parfois, c'est un peu compliqué de gérer parce que les personnes, nous voient tellement et nous trouvent proches qu'il n'y a aucune barrière et des fois des questions sont un peu trop directes, mais quand c'est fait avec forme et gentillesse, moi je réponds toujours dans la limite du possible, parce que c'est vrai que on voit les réseaux grandir, évoluer. La chaîne, comme tu l'as dit, elle est passée de 10 000 au bout d'un an à 120 000 bientôt. Ça a été exponentiel avec le confinement. Insta, c'est pareil, on voit qu'il y a énormément de demandes. Ouais. Là, tu as presque 40 000 abonnés, non ? Ouais, c'est ça. Et je vois qu'il y a une énorme évolution sur Insta du fait que je crée beaucoup plus de petites vidéos, de choses comme ça. C'est vrai que c'est un média qui m'intéresse parce qu'il est assez parlant, parce que au niveau de la food, Insta, pour moi, c'est un des meilleurs réseaux. Et c'est très accessible. Mais c'est vrai que plus on voit la communauté monter, plus on a le nombre de messages qui est multiplié un peu tous les jours. J'imagine. Donc, il faut arriver à trier, à renvoyer les personnes sur des contenus vidéo, parce que moi, j'ai presque 270 vidéos. Donc, ça fait beaucoup d'explications. Ouais. Donc, souvent, je redirige vers une de mes vidéos gratuites. Et comme ça, les gens, ils ont une réponse avec tout un petit package, quoi. Ouais, et puis parfois, peut-être que tu as des personnes qui n'ont pas forcément fouillé et la réponse est déjà là. Aujourd'hui, tu gères différents réseaux sociaux, donc tu as beaucoup d'abonnés, tu as différentes activités. Comment tu fais pour jongler entre vie pro et vie perso, sachant qu'en plus, c'est un métier passion, donc forcément, des fois, on compte pas les heures. Est-ce que tu t'es donné une sorte de routine, le vendredi, je poste pas, je réponds pas. Comment tu t'organises et comment tu arrives à équilibrer avec avec juste la vie, parce que t'as une vie à côté, et ça prend du temps en fait tout ça. Alors, depuis que je suis indépendant, depuis septembre, déjà, ça me permet d'avoir une meilleure vision un peu stratégique de mes contenus, de mes publications. Déjà, j'ai une meilleure gestion du temps. Et ce qui est délicat quand on est influenceur un petit peu, c'est que notre marque et notre fonds de commerce, c'est nous. Ouais. Donc, tous les posts, les gens veulent avoir des nouvelles de nous. Quand j'ai eu le Covid, tout le monde m'a envoyé des tonnes de messages pour savoir comment j'allais, si c'était bien. Donc, ça fait un peu comme une grande famille, une communauté. Ouais, ma communauté, on est assez proches. Ouais. Après, j'ai pas vraiment de règles de déconnexion. C'est assez dur pour l'instant, parce que des fois, je reçois des messages et je veux être disponible. Alors, je coupe pas forcément le téléphone. J'arrive à quand même avoir ma vie personnelle, privée, de voyage et de week-end et de repos. Mais ça, c'est vraiment parce que je consacre toute ma vie maintenant à mon projet boulangerie pas à pas, que je suis plus prof, que maintenant mes centres d'occupation, ils sont beaucoup plus incisifs, quoi. Maintenant, je réfléchis mieux à mon activité. Oui, et puis en plus, comme tu disais, tu as une meilleure visibilité sur ton temps, une meilleure gestion. Ouais. Donc ça aide. Ton métier, il a évolué. Aujourd'hui, il y a aussi une partie de ton métier qui s'est digitalisée. C'est pas compliqué d'expliquer ton métier à quelqu'un ou peut-être, je sais pas, à des enfants ou des personnes, tu vois, qui sont dans le métier de la boulangerie, mais à des années-lumière de ce que tu peux faire. Comment tu arrives à expliquer ton métier ? Alors, c'est un métier qui est très compliqué, la boulangerie, au niveau de l'explication, tout simplement parce que c'est un métier qui est très vivant.
tout ce qu'on va travailler pour faire du pain, c'est vivant. C'est-à-dire la farine, elle va changer d'un jour à l'autre, l'humidité, la température et tous ces facteurs, c'est avec l'expérience qu'on arrive un peu à les dompter. Ouais. Donc moi, à travers mon livre, à travers mes vidéos, j'essaye de limiter tous les facteurs un petit peu changeants. C'est pour ça que les gens réussissent à faire du bon pain et des bonnes viennoiseries assez rapidement. Ouais. Parce que je travaille sur des températures qui sont un peu plus faciles, avec des explications beaucoup plus simples. Souvent, les boulangers vont annoncer rapidement que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire, louper, développer l'instinct. Voilà, c'est ce qu'on va tout le temps entendre en boulangerie. Ce qu'on n'a pas en pâtisserie, par exemple. Pâtisserie, on va travailler des matières premières qui sont plutôt froides, c'est-à-dire que la crème, on sait que si on la passe au congélateur, elle va figer en tant de minutes. Si on prend cette crème, qu'on met un peu de sucre et qu'on foisonne, ça va faire ça. Bon, il y a toujours l'aspect température. Mais la boulangerie, étant donné qu'il y a les levures, c'est des micro-organismes, et tous ces éléments un peu mobiles, bougeants, c'est très compliqué parce que à chaque fois, ça demande un petit peu de toucher, quoi. Mais ça vient petit à petit. Pour avoir déjà testé, je trouve, c'est ça que j'aime dans tes vidéos ou même dans ce que tu produis, c'est que il y a cette technicité, mais tu la vulgarises et aussi tu t'adaptes. On n'a pas tous des fours ultra performants à la maison ou le matériel, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les personnes sont un peu mieux accompagnées. Et pour reparler de ton activité, quels sont les principaux challenges auxquels tu es confronté? Est-ce que il y a des choses un peu plus compliquées que d'autres? Est-ce que il y a même des challenges qui sont plutôt positifs? Comment ça se passe au niveau de tout ça? Les challenges, il y a des points forts, c'est-à-dire quand on est indépendant, c'est nous qui nous fixons nos propres challenges. Moi, j'aime toujours me fixer des challenges un petit peu hors du commun. Quand on va me parler, on va se dire, bon, peut-être que parfois il est un peu fou de vouloir vendre tant de milliers d'exemplaires de livres ou d'avoir tant d'abonnés, parce que pour l'instant, c'est vraiment des métiers quand même assez jeunes. Donc, quand on me demande pourquoi tu veux autant d'abonnés, bon, moi, les abonnés, automatiquement, ça va peut-être être des gens qui vont acheter mes formations. Bien sûr. Ça va être des gens que je vais accompagner. Mais c'est vrai que les challenges, il y en manque pas. De passage radio, après peut-être passage télé, de projets à travers le monde. Aussi, c'est vrai que plus la communauté grandit, plus on va trouver des personnes intéressées pour nous faire venir, pour une petite formation, pour une séance de dédicace. Voilà, j'ai des projets et moi j'aime le voyage. Ouais. Pour moi, le pain, c'est quelque chose c'est l'aliment de base. On peut parfois ne pas manger de pâtisserie, mais le pain, on peut pas s'en passer et partout dans le monde. Donc voilà, les prochains projets, ça sera vraiment de mettre en avant un peu les pains à travers le monde. Je sais pas comment ça va s'axer. Déjà, on attend que le Covid nous laisse tranquille. Et après, dès qu'on va pouvoir voyager dans les bonnes conditions, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça, c'est quasiment sûr. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais oui, tu vois, par exemple, pour raconter un peu ma vie. Donc, moi, j'ai toujours vu ma mère faire son pain, mais c'était, tu vois, du pain marocain. Donc, c'est une technique particulière. Et puis, chaque fois, tu vois, j'étais ébahie parce que c'est du freestyle, tu vois. Elle sait elle-même, tu vois, la température, le sel, la levure, le pétrissage, elle y allait à la main, tu vois. Je pense qu'elle a pu se faire les bras juste avec ça, elle n'a pas besoin de faire de sport. Et donc, moi, j'ai toujours grandi avec ce bon pain chaud, tu vois, le bon pain marocain. Et puis, il y en a plein d'autres, tu vois, il y a plein de diversité de pains au Maroc. Donc, c'est vraiment, tu vois, les premiers pains que j'ai faits. Et c'est après vraiment, là aussi avec le confinement, et puis à travers aussi ta chaîne YouTube, que je me suis aussi intéressée à la boulangerie française, à faire une bonne baguette, du pain à l'épeautre et autres. Et je trouve, il y a tellement une diversité. Tu vois, j'ai l'impression que le champ des possibles, tu vois, il est immense. Et du coup, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce nouveau projet. Il y a pas mal de personnes qui me demandent comment
Bon, moi, j'ai un rythme de vidéo assez soutenu, une par semaine. Ouais. Mais les gens, des fois, s'inquiètent en me disant, mais comment tu vas faire? Au bout d'un moment, c'est sûr que tu n'auras pas d'idée. Bon, les Français sont un peu pessimistes, selon moi, tu vois. Clairement. Mais pour moi, je dis, mais là, je suis à un cinquième de mes possibilités. Parce que pour l'instant, je suis autodidacte un petit peu. Ouais. Bon, moi, je suis issu des métiers artisanaux. Donc moi, ça me dérange pas de chercher des solutions pour le montage, pour la réalisation, bien que ça soit quand même assez simple, assez basique. Pour moi, la principale clé de réussite, c'est le contenu. Hein. C'est est-ce que tu vas proposer un contenu de qualité? Voilà, pour moi, même si le montage est incroyable, ok, ça peut avoir plus Oui. d'impact, mais qu'est-ce que tu proposes, quoi? Est-ce que tu proposes un contenu intéressant? C'est ça, et puis au final, ça peut être vide. Tu peux avoir une super production derrière. Si ça intéresse pas et si ça embarque pas les gens, c'est vide et ça va pas fonctionner. Corrige-moi si je me trompe, mais il y a cette impression, voilà, on fait quelque chose, on y va à fond, on se donne les moyens et on va faire en sorte que tout soit propre. Après, oui, il y a des axes d'amélioration, on évolue au fur et à mesure, on apprend de ses erreurs. Mais j'ai l'impression que dès le début, tu as voulu, voilà, pas juste que ce soit Fabrice qui fait des vidéos chez lui, mais tu vois, tu avais ton nom. Les vidéos, elles étaient super construites. Je sais pas si tu crées un script ou autre, mais on le voit, tu vois, tu prépares les recettes, etc. Et je pense aussi c'est ça qui plaît parce que tu as cette proximité avec les personnes. Et à côté de ça, ça reste vraiment propre ce que tu produis. Ouais, moi j'ai toujours aimé voilà, je me dis que si je me lance dans un projet, tant qu'à faire, autant faire un projet qui a du sens, hein, donc prendre son temps, voir un petit peu les possibilités de nos jours. Je pense que même avec des tutos, tu peux construire ta maison. Je pense que Ouais. gratuitement, grâce à YouTube, si si t'as le temps de regarder et d'analyser un petit peu, tu peux trouver des tutos un petit peu pour tout. Et malheureusement pour le pain, c'était souvent assez mal expliqué ou assez c'était pas clair pour moi. Donc moi Ouais. le but c'est de simplifier, clarifier la chose, faire comprendre aux gens que c'est pas dur. Voilà, si tu respectes telle et telle condition, ben ça va marcher. Comme tu le dis, j'aime bien m'adapter un peu aux conditions. Ça, je pense que c'est mon expérience en Afrique qui m'a endurci à ce niveau-là de si ton four ne monte pas à 250 degrés, comment tu fais? Voilà, il y a des petites techniques en utilisant des cocottes. Si t'as même pas de four, ben tu peux faire des pains, comme tu disais, les pains marocains des fois à la poêle Ouais. ou des cheese naan, des choses comme ça. Le pain, il a plusieurs formes. Hein. Les gens voient que baguette, mais c'est vrai qu'il y a des pains même cuits dans des cocottes minutes. Il y a plein de techniques assez bluffantes. Et moi, de chercher des solutions depuis chez moi, ça m'aide énormément à évoluer aussi techniquement. Ça, j'ai vu que pendant le confinement, le fait de faire mes petites analyses sur des petites quantités de levain, on voit un petit peu plus les difficultés et du coup, c'était voilà, je me mettais à la place de ma communauté. Comment faire 2 baguettes? Ben voilà, j'ai fait 2 baguettes. J'avais telle et telle difficulté. Quand je loupe, je le montre. Et les gens, ils aiment encore plus quand je loupe. Je sais pas, peut-être c'est un côté sado alors. Ouais, tu vois, il y a pas de, je te montre que le truc, tout beau, tout propre et cetera parce qu'au final, il y a plein de choses à prendre en compte. On parlait, du coup, de ton métier, des différents projets, donc comment tu te vois évoluer. Bien évidemment, enfin voilà, ton sujet, c'est la boulangerie. Comment aujourd'hui tu vois évoluer la boulangerie? La boulangerie, pour moi, en 2022, déjà, on la voit vraiment muter au niveau Mmh. de la qualité de ce qui est vendu en boulangerie. Alors, bon, moi, je sais pas si j'ai un œil très commun, c'est-à-dire que je me rends souvent dans des bonnes boulangeries ou dans Ouais, des gens qui, déjà, les gens qui font appel à moi, c'est qu'ils ont une conscience du travail bien fait, de se dire, je vais investir dans ouais, sa venue pour mettre en place telle et telle chose et ça sera que meilleur pour le client. De nos jours, il faut miser sur des farines, en ce moment, on appelle ça un peu natives, c'est-à-dire des farines qui sont pas du tout corrigées. Donc, quand on OK. appelle corrigé, c'est l'ajout d'acide ascorbique, l'ajout de gluten, l'ajout
en fait, tout ce qu'on appelle additifs et adjuvants. C'est ce Ok. qu'on rajoute à la farine pour améliorer ses qualités. Mais maintenant, le boulanger un peu 2.0, il va prendre une farine de base et lui, il va essayer de bien la travailler pour la mettre en valeur sans rien rajouter. Voilà. Et ça fait partie de l'évolution de la boulangerie. Pour ça, il faut maîtriser les techniques. Donc là, il y a un petit problème parce que au niveau de l'apprentissage, au niveau de les formations, c'est encore des techniques des années 80, malheureusement, même dans le référentiel. Il y a très peu de formations qui sont faites aux techniques d'aujourd'hui. Hein. Et pour moi, les boulangers qui travaillent de manière avec l'amour du métier, en proposant même une gamme plus petite, plus réduite, mais de qualité, ceux-là, pour moi, ils ont tout compris. Et les clients, ils font la queue sans aucun problème pour avoir du bon pain ou des choses des produits qui vont se conserver, des produits qui gustativement, en fait, vont rappeler un peu des souvenirs. Il y avait une boulangerie comme ça à Paris, dans le 18e, je me souviens plus de son nom, malheureusement. Et c'était tu vois, il n'y avait pas beaucoup de pièces qui étaient vendues, mais à chaque fois, il y avait une queue de malade parce que le pain était exceptionnel. Enfin, tous les produits, tu vois, même en pâtisserie, il y en avait très peu, mais tout était très, très bon. Je me souviens comme ça d'un pain à l'épeautre, mais il était affolant. Et vraiment, à chaque fois, il y avait une queue. Et tout le monde attendait parce que c'était un pain, tu vois, qui vraiment, tu sentais derrière qu'il y avait la passion de ce boulanger, tu vois, l'équipe, et aussi la qualité du produit. Et tu revenais forcément, tu vois, même si des fois c'est bien tiens, je vais en tester une autre, mais moi je revenais toujours à celle-là parce que honnêtement, mais elle était vraiment vraiment très très bonne. Je sais pas si je crois que tu regardes cette émission, c'est la meilleure boulangerie de France. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'il y a une telle diversité de boulangers et de boulangeries. Et à chaque fois, tu vois, j'en parle avec mon mari, je me dis, mais Fabrice, il serait parfait pour présenter cette émission. On essaye. Mais vraiment, parce que tu vois, t'as ce contact facile avec les personnes, c'est ton métier. Après, je juge pas, tu vois, les deux personnes qui sont dans cette émission, mais tu vois, il y aurait cette proximité, il y a ce côté, cet aspect où aussi, être toujours connecté, tu vois, dans le contexte dans lequel on est. Au final, oui, on fait de la boulangerie, mais comme tu disais, il y a des pratiques qui sont un peu vieillissantes. C'est ça. Et forcément, tu vois, les pratiques sont pas mises à jour. Et à chaque fois, tu vois, je regarde cette boulangerie, et puis on découvre plein de belles boulangeries. Et je trouve que ça évolue parce que il y a quelques années, la boulangerie était pas mise autant en avant. C'est ça. Je pense que en fait, on est la dernière roue du carrosse, malgré que le pain, c'est un élément essentiel sur la table, hein, mais on a eu l'explosion de la cuisine à travers Top Chef. On a eu un peu plus tard l'explosion de la pâtisserie avec Meilleur Pâtissier, etc. Et nous, on arrive gentiment. Normalement, les boulangers, on a toujours un petit peu de retard à ce niveau-là de la communication et tout ça. Mais là, c'est en train de prendre vraiment un autre tournant. Grâce au réseau, hein, c'est vrai que les personnes qui partagent des pains au levain, des choses comme ça, de la viennoiserie qui est très visuelle, ça parle aux gens et ils ont envie de retrouver des choses bonnes à manger qui ont du sens, quoi. Ça, c'est vraiment le retour. Moi, de ma communauté, les gens prennent autant de plaisir à amener un gâteau ou un entremets en fin de repas que pourquoi pas créer leur pain ou faire des toasts, essayer de réfléchir que avec tel plat, on va proposer tel pain, accord mets et pain. Les gens, ils prennent autant de plaisir maintenant à faire ça et à le proposer à leurs amis. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'est super gratifiant, tu vois, quand après, je parle aussi d'expérience, mais quand tu cuisines et que tu cuisines vraiment de A à Z, c'est-à-dire que tu vas faire le pain aussi, c'est super gratifiant. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a ce mythe de la boulangerie, c'est super difficile, donc t'es super content quand tu réussis ton pain, comme si t'avais comme si t'avais fait un exploit. Et pareil, tu vois, moi, ça me fait ça parce que, et puis surtout, comme on le disait tout à l'heure, c'est aléatoire. Et des fois, tu peux te louper. Et il y a cet aspect gratifiant et aussi, il y a cette réflexion, comme tu disais, d'harmoniser le plat et le pain qu'on va cuisiner, qu'on va faire, quoi. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Donc, on a parlé de
ton expérience passée, de ce que tu fais aujourd'hui, de comment un peu évolue ton métier, tes futurs projets, la boulangerie. On dit souvent que regretter, c'est souffrir deux fois. Est-ce que tu as déjà eu des regrets par rapport à ton parcours ou même si c'est pas des regrets, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Alors, de cette question, tu vois, j'ai tout de suite une image à mon retour du Sénégal, quand je suis Ouais. atterri à Bordeaux. J'ai eu une proposition de travailler à San Francisco, Ah ouais. mais j'avais déjà, en fait, j'ai signé une semaine avant mon contrat avec mon lycée qui m'accueillait en 2012. Donc je venais de signer et il y a un boulanger qui avait des boulangeries à San Francisco qui m'a appelé et du coup c'était vraiment pile poil au moment où je me suis décidé à mettre un petit peu mes racines en France. Bon, ça faisait très longtemps que j'avais pas été proche de ma famille. Des fois, on a un petit peu des remords à se dire bon, je suis très loin. S'il arrive quelque chose, peut-être que voilà. Au début, il n'y a pas de souci, mais après un an et demi, on sent qu'on est vraiment loin des nôtres. Ouais. Donc, mon retour en France, c'était vraiment un plaisir. J'ai retrouvé certaines notions de nourriture et de choses comme ça. Et c'est vrai que quand on m'a appelé pour faire des mises en place en fait du côté de San Francisco, bon, j'avais signé. Du coup, j'ai dit non. Mais ça serait peut-être un regret parce qu'on se dit si j'étais parti, qu'est-ce qui serait peut-être passé dans ma vie. Après, j'ai mis en place de très belles choses du côté de Bordeaux, familiales, etc. Donc, je me dis et puis que après, tu potentiellement dans l'avenir, et on le voit, ça marche beaucoup aux États-Unis, même je pense à l'international. Tant que tu as déjà aussi une communauté française qui est installée dans un pays et du coup qui est un peu en manque de boulangerie, de viennoiserie, tu vois, il y a toujours des opportunités qui se créent. Mais ouais, c'est ouf, San Francisco, c'est impressionnant. Il y a une question, donc comme tu sais, moi je travaille principalement dans le recrutement. Il y a deux questions que j'aime bien poser. C'est en termes de choix autour de la carrière ou même de la vie. Est-ce que toi, tu as des critères de décision? Par exemple, là, imaginons, bon, à part le fait que tu avais déjà signé, tu as eu l'offre à San Francisco et puis l'offre à Bordeaux. Est-ce que tu avais des critères de décision ou c'était un peu plus au feeling? moi, c'est très au feeling. Ok. Tous ceux qui travaillent Tu marches avec au coup de moi, cœur. ouais, malheureusement, heureusement, tous ceux qui travaillent à mes côtés et qui collaborent avec moi le disent énormément que je me prends pas souvent la tête. J'y vais vraiment à l'instinct, au feeling, un petit peu. Bon, je rigole parce que beaucoup de jeunes que j'avais en cours me disaient ça. Bon, moi, je pense que j'ai un instinct un petit peu plus affûté que eux sortis de l'école. Mais vraiment, déjà, ouais, le feeling, le contact. Est-ce que le projet me semble viable? Ouais. Est-ce qu'il y a une cohérence avec mes envies et mes valeurs? Ouais. Ça, c'est très important. J'ai eu énormément de demandes de groupes français un petit peu industriels. Ouais. Voilà, des grosses chaînes ou alors des supermarchés qui, eux, investissent dans la communication. Eux, ils ont compris l'enjeu de la communication. Ouais. Mais comme ça répondait pas à mes valeurs, de mettre en avant l'artisanat, j'ai toujours dit non. Voilà, donc au moins, ça me permet d'être droit dans mes bottes, sûr. comme on dit, de me dire que peut-être que je vais pas gagner des milliers d'euros tout de suite. Au moins, mais tu dormiras tranquille. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que quand j'arrive dans une entreprise artisanale, dans un CFA ou peu importe, tout le monde sait que moi je suis droit, qu'il n'y a pas de souci, je vais pas vendre mon tablier pour passer chez un industriel. On veut mettre en avant l'artisanat, le savoir-faire, que ça soit de la petite boulangerie ou alors des grosses qui vont prendre de l'ampleur, mais qui travaillent toujours avec le côté proposer aux clients le meilleur produit possible. Pour moi, c'est très important. Et après, il y a le côté un peu famille. Est-ce que je peux emmener ma famille dans tel pays? Est-ce que ça craindra pas? Mais après, on est mobile quand même. Ouais. Si on peut en parler, comment ta famille te soutient dans ce nouveau projet? J'ai toujours eu du soutien. Au début, bon, du côté de mes parents, c'était un peu de l'incompréhension. Ouais. Parce que quitter mon poste de prof
Oui. dans l'éducation nationale, etc. La sécurité de l'emploi, etc. Voilà, ça, c'est des choix que notre génération, on peut comprendre. Ouais. Pour eux, c'est un peu plus délicat, mais c'est fait en connaissance de cause, hein, parce que, bon, on n'est pas fou. J'avais déjà fait une belle mise en place. Je savais qu'avec ma communauté, j'allais pouvoir me débrouiller. C'est quand même lâcher une chose qu'on connaît, qui a une stabilité pour l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est aussi, c'est créer un peu des émotions, de se dire, si je vais chercher tel et tel contrat, je serai encore plus content parce que maintenant, le mois prochain, je vais ouvrir officiellement ma société. C'est le fait que, mais les affaires marchent. Je réponds à une demande qui est particulière. Je travaille beaucoup un peu, comme je le dis, en sur-mesure. Ouais. L'entreprise a besoin d'un peu de ça, d'un peu de pain, d'un peu de réseaux sociaux. Je vais le mettre en place. Des particuliers, des groupements de personnes. Ça, c'est ma particularité. Mais ma famille, toujours, elle me soutient, elle me questionne, elle me challenge quand j'ai des projets un peu fous. Ma femme elle va avoir tendance à me questionner, de dire tel et tel, est-ce que c'est bien pour toi, développer un petit peu la critique, parce que moi, des fois, je suis un peu trop enjoué, mais il faut un petit peu avoir les pieds sur terre, analyser, mais il faut un bon binôme. Et puis je pense que au final, c'est au fil des expériences que tu apprends potentiellement, je sais pas, mais tu as appris à élaborer ton discours, de proposer ton offre, et au final, ça s'affine, que ce soit même avec tes vidéos ou tes formations ou autres. Dans tous les cas, tu progresses, tu capitalises sur ce que tu as fait. Et tu capitalises sur tes expériences passées. Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'aujourd'hui, tu as vraiment construit ton métier, qui reste vraiment un nouveau métier. Moi, honnêtement, en tout cas dans la boulangerie, tu es la seule personne que je connais qui fasse ça. J'ai vu pas mal de personnes dans la pâtisserie. Ouais. Mais la boulangerie, c'est encore, comme tu disais, pas encore mis en avant. Ça n'a pas encore explosé. Et je trouve ça vraiment intéressant que tu aies saisi des opportunités, que tu aies créé, t'en as créé de nouvelles. Et à côté de ça, tout en équilibrant ta vie globale. Pour terminer, j'ai une dernière question. Donc j'imagine que dans le cadre de ton travail, de ta carrière, tu as eu des échanges, potentiellement des entretiens, ou alors là, maintenant, aujourd'hui, sur des clients, etc., il y a des négociations qui se font. Quelle est la question la plus surprenante qu'on ait pu te poser, que ce soit en entretien ou par un client? La question la plus surprenante, pour moi, il n'y a pas de mauvaise question. Ouais. J'ai pas vraiment de souvenir de questions qui m'a choqué. Ouais. Parce que vraiment, pour moi, tout est cohérent. Même des élèves qui me posaient des questions, qui souvent me disaient, je vais vous poser une question bête. Pour moi, il n'y a pas de question bête. Non, il n'y a pas de question bête. Déjà. Et les investisseurs, alors je pense qu'on fait le tri automatiquement avec ce qu'on va dégager. Je pense que je vais attirer certains investisseurs ou certains, on va dire, collaborateurs qui ont un peu mon feeling, parce que de vivre un petit peu à travers les réseaux sociaux, les gens ont déjà une première image de mes valeurs. Déjà, ça peut limiter à ça. En plus, il me semble que j'ai fait un entretien d'embauche dans ma vie, ou deux peut-être. Donc, je suis pas un expert des entretiens. T'as bien cette chance. J'ai la chance d'avoir eu un CV un jour, mais depuis que je travaille avec les réseaux et avec mon expérience, c'est vrai qu'en partant assez tôt en Afrique, pour un gros groupe, ça m'a permis de développer vraiment une assurance et des façons de raisonner dans mon métier qui sont assez pointues, et aussi de cette expérience assez jeune. Donc, je n'ai pas fait beaucoup d'entretiens d'embauche, si tu veux, mais j'ai été confronté à des investisseurs qui sont très, 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 on va dire, riches, pour faire simple, qui tenaient des moulins, qui tenaient des grosses industries, donc qui pesaient vraiment un poids certain, qui me voyaient arriver moi en tant que petit Frenchie, boulanger, tout ça. Et des fois, il y a eu des questionnements en se disant tout simplement,
c'est toi qui vas régler notre problème. Tu vois, ça, c'était des réflexions. Il faut être accroché parce que à 19 ans, quand on voyage et que des personnes assez influentes te regardent dans les yeux et te disent, tu vas régler mon problème. Oui, prouve-le-moi. Et puis là, j'imagine, du coup, tu vois, il reste derrière toi le temps que là, comme ça, le temps que le problème soit réglé et il bouge pas. C'est ça. Et là, il faut pas se démonter parce qu'on arrive dans des conditions un petit peu extrêmes, que ça soit de formation ou d'assistance. Et il y a des énormes enjeux, on va dire, financiers. C'est-à-dire que si tu règles pas le problème, la ligne, par exemple, de production de baguettes ne va pas tourner pendant 24 heures. Et 24 heures, c'est une énorme perte. C'est énorme. Donc, ça m'a amené, à gérer, à prendre des décisions qui étaient assez osées, on va dire, pour mon jeune âge. Et après, quand je suis rentré, j'ai trouvé tout un peu plus light, un peu plus facile. Détendu. Voilà, détendu. Quand on prend des décisions tôt, au moins après, et comme j'aime tellement mon métier, pour moi, j'ai pas vraiment quand je vais en parler, les gens vont comprendre que je suis un passionné. Que s'ils travaillent avec moi, si on collabore, il va se passer des belles choses. Et souvent, c'est ce qui se passe. Donc, je touche du bois, c'est ce qui marche en ce moment. Eh ben, écoute, je touche du bois aussi pour toi. Je te souhaite Merci. de vivre encore plein de belles choses. C'est sur cette dernière question qu'on va terminer cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, Fabrice. Du coup, si je dis pas de bêtises, on peut te retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok, ton site internet, donc boulangeriepaapa.fr. Oui. Voilà. Le livre qui est aux éditions Erol dans toutes les bonnes librairies et puis chez tous les revendeurs connus. Et je remettrai tout ça dans la description. Et puis, écoute, je te souhaite une très bonne continuation, plein de beaux projets et merci encore pour ton temps, Fabrice. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation à toi et je te souhaite plein de réussite dans ton podcast aussi. Merci d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast, @abattherole et sur mon LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vous donnerez un gros coup de pouce à mon podcast et ça me ferait super plaisir d'avoir votre retour et votre soutien. N'hésitez pas également à le partager autour de vous. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur @therole. Prenez soin de vous et à très vite.